j'avais absolument aucun objectif. Je ne veux pas regarder le plateau élite ou quoi que ce soit. Je pense même pas que j'avais j'étais même pas dans le SAS élite, il me semble. Donc j'ai fait la course, voilà, comme d'habitude avec ma naïveté légendaire. Puis j'ai pris le départ sans grand objectif et finalement, j'ai été 2e de cette course, derrière Rachel Drake. J'ai 2 bonhommes, enfin j'ai surtout un bonhomme qui est venu me voir à la fin de la course qui s'appelle Olivier Guy, qui est le DTN adjoint de la FFA. En parallèle, il y a Philippe Propage, donc que je ne présente plus, qui lui est venu discuter avec Mathieu, et puis qui m'ont un petit peu expliqué l'équipe de France de trail, les sélections pour les championnats du monde, et cetera. Là, j'ai découvert qu'il y avait une équipe de France de trail. Et sur le coup, ça m'a paru ahurissant. J'ai dit: «Oui, c'était gentil, enfin merci de penser à moi, mais je suis pas la personne que vous recherchez. Moi, je suis là, j'ai fait une jolie course là, parce que peut-être que j'avais les cannes, mais je mérite pas d'avoir une place en équipe de France». C'est quand même plutôt agréable d'être devant. On se préoccupe pas trop des autres, on est dans moi, ça me dérangeait pas, d'autant plus que comme je te dis, j'avais pas tellement d'attentes, c'est chouette, hein. Je me suis dit: «Bah, c'est génial, profite de ces moments où tu es devant sur un championnat du monde parce que ça arrivera pas souvent». À tout moment, je me disais que de toute façon, la logique des choses, allait reprendre le dessus et que j'allais me faire rattraper à chaque fois que moi, je m'attendais à tout moment à ce que la deuxième me rattrape. Donc quand j'entendais quelqu'un souffler derrière moi ou quand j'entendais des pas derrière, je me disais: «Ça y est, tiens, ça y est, c'est le moment où où c'est le moment où c'est fini et elle me rattrape». Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir dans cet épisode Blandine Lirondelle. Blandine a découvert le trail à l'âge de 25 ans à La Réunion. Elle a depuis connu une phénoménale ascension et s'est imposée dans la discipline en quelques années, pour ne pas dire en quelques mois. À l'occasion du Trail du Ventoux 2019, sur lequel elle s'est présentée sans ambition particulière, si ce n'est de faire de son mieux et de prendre du plaisir, Blandine a été repérée par l'encadrement de l'équipe de France de trail, qu'elle a ensuite intégrée pour se retrouver 3 mois après sur la ligne de départ des championnats du monde de trail court au Portugal. À l'entendre, avec son humilité naturelle, voire même le manque de confiance en soi qu'elle évoque spontanément, on pourrait croire que la place qu'elle s'est faite aujourd'hui dans le monde du trail, avec ses performances de très haut niveau, est le seul fruit du hasard et d'un alignement de circonstances favorables. Il n'en est évidemment rien. Blandine se livre dans cet épisode avec beaucoup de simplicité et de recul sur ce parcours personnel étonnant et inhabituel qui l'a mené un jour de juin 2019 pour son premier départ dans un SAS élite à un titre de championne du monde quelques heures plus tard. Une victoire individuelle, mais également par équipe, qui a suscité la surprise en premier lieu pour elle-même et surtout l'enthousiasme de beaucoup. Mais je ne vous en dis pas plus. Blandine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce 36e épisode de Course épique. Médailles et fines herbes. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Blandine, je suis ravi de te recevoir dans ce 36e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, bah écoute, super, c'est une belle journée aujourd'hui et voilà, une grande première pour moi de faire un podcast, donc écoute, on verra Je me si sens ça se passe privilégié bien. de te recevoir en tout cas, c'est un vrai plaisir. Merci d'avoir répondu favorablement à ma demande. Blandine, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, donc je m'appelle Blandine Lirondelle, j'ai 30 ans, pile, cette année. Je suis dans la vie de tous les jours, on va dire, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de Mans dans Lozère, département magnifique et un petit peu paumé au milieu de la France. Que tu as rejoint récemment, Et enfin il n'y a pas très longtemps en tout cas. tout à fait, que j'ai rejoint en novembre et où je me sens vraiment très bien. Et ce pourquoi je suis là aujourd'hui avec toi, c'est que je pratique le trail à mes heures perdues.
Voilà. Bah, c'est très bien. On pourrait parler aussi de Mathieu, mais ou pas forcément. Tout à fait. Ah bah bien sûr, hein, Mathieu, Allez, on mon balance tout. conjoint, mon fidèle conjoint, qui on balance tout pour pas être au On courant. sort les dossiers. Ouais. Que non, pas les dossiers, mais c'est rigolo parce que quand tu m'as demandé comment ça allait aujourd'hui, j'avais envie de te dire que c'est une magnifique journée et qu'il y a 30 minutes, on vient de passer à la mairie parce qu'on vient de se paxer et Oh, que génial. voilà, c'est toi qui viens de me parler de Mathieu, Félicitations. donc je suis obligée de l'annoncer. Voilà, c'est des choses, Tout ça n'était des pas moments, prémédité. Bah écoute, je vous souhaite et beaucoup de bonheur. voilà, donc Mathieu, mon conjoint, qui est enfin voilà, mon compagnon fidèle de tous les jours et qui est toujours avec moi sur les courses, par les réseaux sociaux, voilà, donc c'est quelqu'un avec qui je vis, comme tout le monde a compris. Voilà un peu ma vie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport, Blandine, et des premiers sports que tu as pratiqués lorsque tu étais enfant puis ado? Est-ce que tu baignais dans un environnement familial avec des prédispositions et une affinité particulière pour le sport? Ouh là 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 là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mes parents, que j'aime énormément, hein, d'ailleurs, je leur fais un petit bonjour, mais ne m'ont pas du tout, enfin, pas vraiment mis dans le enfin, eux ne sont pas vraiment sportifs et encore moins montagnards, surtout, à ce niveau-là. En revanche, j'ai toujours fait une activité sportive, mais je pense comme n'importe quel enfant pour un peu se défouler et pour qu'on puisse mieux dormir la nuit. Donc j'ai pratiqué depuis mon tout jeune âge, depuis l'âge de, je pense, je sais pas, 5 ans, la danse et la gym que j'ai fait jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Donc, je faisais de la danse et de la gymnastique, mais j'en ai jamais fait à haut niveau. J'en faisais en pratique pour le plaisir. J'avais aussi fait un petit peu d'équitation. Arrivée à 18 ans, arrivée aux études de médecine, j'ai dû passer, enfin aller à la faculté, donc aller dans une plus grande ville. J'ai un peu quitté mon club de danse et de gym et là, pendant toutes les années de médecine, on va dire que le sport, voilà, Entre c'était le parenthèses. sport, entre parenthèses, hebdomadaire et c'était surtout, le sport que je pratiquais à cette époque-là, on va dire que c'est surtout le lever de coude. Le lever de coude, la danse en boîte de nuit et voilà, donc ça a été T'étais athlète élite dans ce assez registre-là? festif. Ouais, oui, c'est ça, on peut dire qu'effectivement je me rends compte que dans ma vie, je fais jamais les choses à moitié, mais que ce soit dans le sport ou dans les autres domaines T'étais souvent finisher dans ces et longues soirées. ah oui, 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 tout à fait et ensuite, donc ça a été de mes 18 à mes 25 ans et ensuite, à partir de 25 ans, j'ai fini mes études, on va dire, théoriques de médecine, et j'ai commencé l'internat de médecine. C'est là où j'ai choisi la spécialité de gynécologie obstétrique à La Réunion, sur l'île de La Réunion et bien sûr, à La Réunion, c'est difficile, de pas se prendre au jeu des randonnées, des bivouacs, et puis de fil en aiguille, au trail et puis, voilà, j'ai découvert ça là-bas et rapidement j'ai pris goût. J'ai fait des courses, que je réussissais plutôt bien, tout en continuant ma vie un peu festive et arrosée et puis, oui, j'ai vite pris goût parce que déjà d'une part j'adorais et puis une fois qu'on fait des résultats, c'est vrai qu'on se prend au jeu et voilà et depuis mes 25 ans, on va dire que j'ai pas arrêté là-dedans. Et donc, à quel moment tu as pris conscience de tes facilités? En fait, dès le début, ça a été relativement immédiat avec les premiers résultats que tu as pu obtenir. Tu t'es tout de suite dit que tu avais un petit quelque chose en plus et que tu pouvais performer de façon significative? Ah non, non, absolument pas. Non, non, j'en faisais, pour moi, c'était enfin, mon petit niveau, hein. C'est que je faisais des podiums dans ma catégorie, mais rien de on va dire rien de transcendant et jamais ça m'a traversé l'esprit que je pouvais, un jour être championne du monde ou même, un jour en faire à haut niveau. Ça a jamais été ça a jamais été l'objectif, mais, non, quand je veux dire, que les résultats étaient là, oui, c'est vrai que c'est agréable même de faire, 3e, catégorie senior, à sa première course. Bon, bah, ça fait toujours quelque chose mais à cette époque, je j'étais pas non plus on va dire «au-dessus du lot» entre guillemets, si je puis dire. J'en faisais, j'avais un bon petit niveau, comment on va dire régional, mais pas du tout, dédié, au haut niveau. C'est un trait de caractère qu'on aura l'occasion de découvrir un petit peu plus tard au fil de l'épisode, mais il apparaît que tu fais preuve de beaucoup d'instinct, de recul et finalement de pas mal de détachement, en tout cas de coolitude sur ta pratique du trail.
Est-ce que tu avais à tes débuts une approche qui était assez rationalisée de tes entraînements, de tes objectifs, de la gestion de tes courses, avant d'avoir un encadrement un peu plus structuré, comme on en parlera un petit peu plus tard, mais ou est-ce que tout ça se faisait de façon très spontanée et sans calcul? Oh non, c'était très spontané, sans calcul. Il y avait, non, moi, j'ai découvert ce que c'était un planning, un plan d'entraînement en mars 2019, au moment où j'ai été sélectionnée en équipe de France, mais pendant 4 ans, enfin oui, j'appelais même pas ça des entraînements. Je courais quand j'avais envie, je me reposais quand j'en sentais le besoin. J'allais faire des sorties plus longues quand des amis me proposaient, mais j'avais aucune séance spécifique ou quoi que ce soit. Et dans ma vie de tous les jours n'était pas du tout orientée, enfin ma vie de tous les jours était pas du tout orientée à la pratique du sport, hein. Ça, quand j'y repense, il y a des fois où c'était même délirant, quoi. Les courses que je commençais, j'avais bu, moi j'avais encore 3 grammes dans chaque œil, je prenais le départ, en me disant: «Allez, ça va me faire du bien cette course, ça va me permettre de mieux décuver», en essayant de manger des cacahuètes parce que j'arrivais à rien avaler d'autre, enfin et c'était voilà, c'était sympa, je faisais voilà, c'était comme tu dis, complètement cool et sans aucune, c'était chouette aussi cette époque. Insouciant presque. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que tu avais à l'époque, et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, un format de prédilection, une distance qui t'était particulièrement chère? Mais non, à l'époque, alors toujours dans cette insouciance, je me suis vite pris au jeu, du trail et comme beaucoup de trailers finalement, hem, j'avais cette idée qu'en trail, plus on en faisait, mieux c'était, et donc en gros, je parle au niveau de la distance. Donc en fait, j'ai vite augmenté les distances. J'ai commencé avec un 20 bornes, mon premier trail, je me rappelle, un 20 bornes et puis ensuite un 60, ensuite un 80 et puis après j'ai fait, le trail du Bourbon à 110 kilomètres, 1 an après que j'ai commencé le trail. Ce qui était, effectivement, pas très intelligent. Et ce qui s'est fait sans dommage, cette montée en gamme assez rapide, elle s'est faite, en tout cas en distance, elle Oui, s'est faite de façon finalement assez fluide? oui, mais enfin, c'est pas ce qu'il faut faire, je le recommande pas, hein, d'augmenter autant les distances, mais j'ai pris du plaisir, enfin, j'avais plaisir, en fait, hein, à faire des longues distances, à être, à savoir gérer, à finalement pas trop enfin, voilà, gérer sa course, même si elle était longue, ne jamais être, dans sa zone enfin, toujours être dans sa zone de confort et c'est vrai que j'avais pris aussi un certain plaisir à faire ce genre de distance. Non, j'avais pas tellement à l'époque, je me rendais pas compte de quelle distance vraiment, enfin pour quelle distance j'étais faite. J'avais un peu essayé de toucher à tout. Mais effectivement, après le Bourbon, quand j'ai vu que j'ai mis 2 mois à m'en remettre et que, après le Bourbon, j'ai plus trop refait d'ultra. Quels sont aujourd'hui, tes critères principaux pour déterminer les courses auxquelles tu vas participer? Comment est-ce que tu structures et tu construis, ton année de course? Ben, depuis que j'ai ce titre, un peu cette étiquette de sportif de haut niveau, un peu cette épée Damoclès, ce qu'on veut dire malheureusement, enfin malheureusement. Mmh. Une fois qu'on a ce statut, on peut plus refaire de petites courses, C'est fini l'anonymat. intimes. Voilà, anonymat et cetera et bon, je vais pas dire que je m'en plains, hein, bien sûr, c'est magnifique, hein, Mmh mh. ce que je vis. Mais effectivement, du coup, on est un peu plus, orientés vers des courses avec un certain niveau, et certaines notoriétés. D'une part parce on est directement invité et puis ça donne un petit challenge donc maintenant, oui, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui va être le critère de mes courses? Ça va être, le niveau. C'est vrai qu'on a envie du coup de se jauger à l'élite et bien sûr, si c'est une course à un endroit qui me plaît pas, avec des paysages non plus qui ne m'intéressent pas, je vais pas y aller mais en général, tant que c'est du trail, ça reste quand même, enfin, il y a tous les endroits, valent la peine d'être vécus. Donc ça et puis la distance, hein, je pense que je peux pas enfin, si on veut vraiment faire du trail, maintenant à haut niveau, on peut pas se permettre de faire, un coup un 10 kilomètres, un coup un 100 kilomètres et être bon partout. Donc là, pour l'instant, je m'oriente plutôt sur des formats comme j'ai vu que ça marchait, j'ai vu que sur les distances, on va dire de 40, entre 20 et 60 kilomètres, ça marchait plutôt pas mal. Voilà, je reste pour l'instant dans ces distances et ça me va aussi parce que
ça correspond aussi à mon entraînement. Faire de l'ultra ou des plus longues distances, ça voudrait dire augmenter mon volume, et pour l'instant, en tout cas, je peux pas me le permettre avec tous les à côté. Oui, et puis c'est peut-être pas nécessairement de toute façon un objectif en soi, et c'est pas une fatalité d'évoluer jusqu'à de l'ultra. Enfin, c'est pas une étape obligatoire, quoi. Non, pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Non. Quel accomplissement tu trouves dans la course à pied? En d'autres termes, pourquoi tu cours, Blandine? Pourquoi je cours? Vous avez 3 heures. Thèse, synthèse, antithèse. C'est ça. Ah non, j'ai dit en désordre, thèse, antithèse, synthèse. Ça marchera pas sinon, ouais, ça ferait une mauvaise note. Ah oui. Oula, c'est la philosophie, ça remonte à loin. Alors, je cours pour... je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi, bizarrement. Encore aujourd'hui? Et encore aujourd'hui. Et quand je fais une course, gagner ou pas gagner, hein, c'est pas là la question, et c'est pas là mes objectifs, mais quand je donne le meilleur de moi-même, je suis fière de moi, en fait. Je suis satisfaite, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, et en fait, j'aime me retrouver cette envie et cette satisfaction quand je cours. C'est être fière de moi, que ma famille, mes amis, mes proches aussi soient fiers de moi. Donc voilà, c'est un objectif en soi. Après, j'aime courir pour le plaisir que ça donne, le fait de se défouler. Pourquoi je cours en compétition, c'est pour ça, pour être fière de moi et pour vraiment donner le meilleur de moi-même l'espace d'un instant. Pourquoi je cours dans la vie de tous les jours, c'est que ça me fait du bien, ça permet de me défouler, ça me permet de voir du paysage, d'avoir mes petites endorphines quotidiennes pour me sentir apaisée. Le moment est venu de se regarder dans le miroir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration, qu'ils soient d'un point de vue physique ou d'ordre psychologique? Où est-ce que tu excelles particulièrement, et puis les choses sur lesquelles tu penses qu'il y a peut-être un peu plus de boulot nécessaire? La première question va tout de suite ramener à la deuxième. C'est-à-dire que mes points forts, je ne pense pas en avoir. Et c'est ce qui est mon point faible, c'est de ne pas avoir confiance en moi. Je ne sais pas si tu me suis. Mais Ça, c'est philosophique, tu vois. Ça, c'est... Voilà, franchement. On arrive directement dans la On attaque dans le vif du sujet. synthèse. Je pense que... Non, je vois pas mes points forts. Si, je peux te dire que j'ai une certaine envie de donner le moi-même. Je pense que mentalement, j'ai cette hargne. Si je veux avoir quelque chose, si je veux obtenir quelque chose, je me donne les moyens. Je me donne tous les moyens, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Donc effectivement, ça peut être un de mes points forts. Après, mes points améliorés, c'est qu'il faut que j'ai conscience que j'ai certains points forts, autres que mental. Et dans mon entraînement, je suis persuadée, dans ma vie de tous les jours, je suis persuadée que j'ai des choses que je peux améliorer, que je pourrais, si je le voulais, être peut-être meilleure. Mais je n'en ai pas envie, parce que j'ai pas envie de me mettre de contraintes. J'ai envie de continuer à vivre sans me préoccuper de ma façon de manger, de ma façon de vivre, de mon hygiène de vie, j'ai pas envie qu'elle soit totalement exemplaire, parce que après la vie ne serait plus aussi rigolote. Et est-ce que je serais meilleure si je m'entraînais un peu plus? Parce que ça, je fais toujours la remarque à mon coach que j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je ne m'entraîne pas autant que d'autres athlètes de mon niveau pourraient le faire. Mais lui, sa réponse, ça va être que chacun est différent, et que finalement, peut-être que si je m'entraînais plus, je serais plus fatiguée, je me blesserais plus, je n'aurais pas cet équilibre de vie que j'ai, et qui fait que... Oui, je pense que, pour en revenir à la question numéro 1, un de mes points forts, c'est peut-être mon équilibre de vie. Voilà, je me mets pas la pression, parce que moi, c'est pas mon métier, j'ai un métier à côté qui est ma deuxième passion. Quand je m'inscris sur une course et que je prends le départ, que je la gagne ou que je sois dernière, le lundi, moi je reprends le boulot et la vie continue. Je suis pas professionnelle, et je pense que ça mettrait peut-être une pression supplémentaire si j'étais professionnelle, et c'est pas quelque chose dont tu as envie.
Non, je pense que je gérerais moins bien la pression. Donc oui, il y a C'est le cet bon équilibre équilibre. aussi qui fait que voilà, que j'appréhende pas, que j'y vais, vraiment sereine et c'est vrai que c'est agréable aussi, la pression, ça peut avoir des bons côtés, mais ça peut aussi en avoir des mauvais. Tu nous l'as dit, tu es également gynécologue obstétricienne et compose avec des horaires très irréguliers et par nature souvent imprévisibles. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'organise une semaine type pour toi et la façon dont tu fais coexister à la fois tes entraînements, ta vie professionnelle et personnelle? Bah, oui, comme tu l'as dit, les semaines type, c'est jamais vraiment type, on va dire, parce que bon, si ça devait se résumer en ma semaine d'entraînement, on va dire, j'ai un entraînement, enfin en semaine du lundi au vendredi, si possible, 4 entraînements, enfin un entraînement par jour avec, un jour de repos en général le lundi. Sur ces 4 entraînements, je vais avoir, une séance en côte, une séance à plat et le reste ça va être des footings. Et après, le week-end, ça va être sortie plaisir un peu plus rallongée de 2-3 heures, de 2-3 heures le samedi ou le dimanche, ou les 2 quand on est fou. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça c'est, j'arrive pas tout le temps à le faire parce qu'il y a des jours où je vais être d'astreinte. Donc ça veut dire que pendant 24 heures, je dois être, à une certaine proximité de l'hôpital et accolée à mon téléphone parce que je peux être appelée à tout moment. Donc ce qui fait qu'il y a certaines séances que je peux pas faire quand je suis d'astreinte. Il y a des fois où je vais travailler pendant 24 heures sur mes astreintes et où je vais pas dormir, donc je vais pas pouvoir faire la séance le jour de mon astreinte. Le lendemain, je vais pas vouloir la faire non plus parce que je suis fatiguée. Après, je vais pas non plus, trop me plaindre, parce que, depuis que je suis en Lozère et surtout depuis que je ne suis plus interne, je suis chef, hein, c'est comme ça qu'on appelle, hein, c'est pas pour me et que je suis mon propre chef, je peux m'organiser aussi mes horaires. Donc, quand je vais pas être d'astreinte, il y a des jours où je vais commencer un peu plus tard, où je vais mettre mes consultations un peu plus tard pour pouvoir m'entraîner le matin. Je peux même me prendre, des demi-journées, voire des journées. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis pris ma journée et ça fait un bien fou. Donc des fois, les sorties longues, ça peut être en semaine quand j'arrive à avoir un peu plus de temps. Mais voilà, ça va être, des semaines, on va dire à 10 heures d'entraînement, en général et que je modifie un petit peu en fonction de mes sentiments, de ma fatigue, de mon travail, voilà. Merci beaucoup pour cette introduction, Blandine. Place désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif. Première question pour toi, pour cette basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? Ah, personnage fictif, je me comparerais à Obélix. Parce que tu as les pantalons rayés Alors, blancs et bleus? presque. J'ai failli dire par le fait, qu'il soit bon vivant mais c'était pas vraiment ça l'idée, c'était surtout, le fait qu'il ait des super pouvoirs et qu'il ne s'en rende pas compte et qu'il en soit, un peu, un Ouais, peu très naïf, naïf, ouais. à ce niveau-là. Bon alors je vais pas dire que j'ai des super pouvoirs, hein, loin de là, mais je pense avoir des capacités, parce que bon pour en arriver là, avec mon passé, T'es forcément tombé dans une forcément marmite je de dois quelque chose à un moment, c'est sûr. Vo voilà exactement et je m'en rends pas compte, je suis toujours en train de demander la potion magique, demander pourquoi, enfin comment ça a pu marcher et comment je pourrais faire, pour essayer de m'améliorer, comme je peux. Mais voilà, je suis un peu comme tu dis, voilà, j'ai dû tomber dans une marmite sans m'en apercevoir et je me rends pas compte de mes forces. Et Mathieu, c'est ton Astérix? C'est ça, mon idée fixe. Joli. Si tu étais un animal, lequel serait-il, Blandine? Ah bah, comme on parle de Mathieu tous les 2, on a un animal qui nous qu'on adore, qui nous est cher, c'est l'âne. Alors bizarrement, hein, ce pauvre petit animal que tout le monde, dont tout le monde se moque et en fait, c'est un animal qui est très affectif, qui n'aime pas la solitude, qui demande beaucoup d'amour, et qui n'est pas si bête finalement. Cet âne assez intelligent, qui voilà, on aime beaucoup les ânes et j'aimerais être un âne pour Un avoir cette animal très mentalité. attachant, effectivement. Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui susciterait une forme d'admiration chez toi? Oui, ça ce serait Maud Matisse, Mhm. qui est juste qui a juste un niveau
qui est juste un monstre dans son domaine. Je sais pas comment dire. En plus d'être extrêmement sympathique, j'ai eu le plaisir d'échanger avec elle. Elle est tellement sympa. Voilà, elle est très sympathique. Je me rassure. Enfin, je vais pas dire que je me compare à elle, loin de là, parce que on n'a pas tellement le même niveau. Par contre, au niveau de sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui est très équilibré, je trouve. Donc, bon, elle ne travaille pas ou plus, mais par contre, elle a quand même une vie familiale assez riche. Elle n'est pas tombée dans le sport à l'extrême. Elle a finalement, j'ai aussi échangé avec elle, elle n'a pas non plus un planning hyper chargé, voire même, je pense qu'on peut même avoir un planning d'entraînement au niveau, en tout cas, ce qui est du niveau de volume d'entraînement assez comparable. Et elle, voilà, c'est vrai qu'on voit qu'elle met pas le sport avant tout. Elle est très proche de ses enfants, de son mari, de sa vie d'à côté, et ça, j'aime beaucoup. C'est la même logique d'équilibre que celle que tu t'appliques à toi, en fait. Les critères ne sont pas précisément les mêmes, en tout cas à ce moment-là aujourd'hui de ta vie, mais en tout cas c'est sensiblement cette idée de trouver trouver un équilibre. Ouais. Tout à fait. Très bien, écoute, merci beaucoup Blandine. Le moment est venu de parler de ta course épique, les championnats du monde de trail 2019. Pour présenter cette course en quelques mots, les championnats du monde de trail 2019, 9e édition de ces championnats du monde, est co-organisée par l'International Association of Ultra Runners et l'ITRA. Ils se sont tenus du 6 au 9 juin 2019 à Miranda do Corvo, dans le district de Coimbra, au Portugal. Le parcours de 44 km pour 2100 mètres de dénivelé positif met en jeu les titres de champion du monde de trail courte distance dans 3 catégories, femmes, hommes et par équipe. Pour la petite histoire, la première édition des championnats du monde de trail court en 2007 à Houston, aux États-Unis, a réuni seulement 12 délégations représentées par 33 athlètes, 16 femmes et 17 hommes. À l'occasion de ces championnats du monde 2019, on comptait 12 fois plus d'athlètes, à savoir 411, dont 186 femmes et 233 hommes, représentant un total de 53 délégations, soit 41 de plus qu'en 2007. L'indice de performance ITRA moyen du top 50 des athlètes chez les femmes comme chez les hommes est en augmentation par rapport au précédent championnat. Il est respectivement de 648 pour les femmes et de 752 pour les hommes, même si le niveau entre les différentes délégations reste relativement hétérogène. Voilà pour ces quelques éléments de contexte sur la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais avant que tu nous partages le récit de cette course épique, l'heure est venue pour toi, Blandine, de te frotter à la rubrique « La question qui pique de course épique », une question que je pose à chacun de mes invités. Nous allons l'entendre, le Portugal est le cadre de ce championnat du monde et c'est une destination de running de plus en plus prisée. C'est également une destination hautement attractive pour les adeptes d'un autre sport, le surf. En effet, avec ses 850 km de côte, ses immenses plages de sable, ses beach breaks et ses petites baies, le Portugal est une destination surf idéale en Europe. Et au cœur de ce terrain de jeu rêvé des surfeurs, il existe un spot particulièrement mythique, Nazaré, un petit village de pêcheurs situé à 200 km au sud de Porto. C'est dans cette partie du Portugal que le surf local a débarré en l'an 2000, et ce plus particulièrement pour les adeptes du surf de gros, cette spécialité qui consiste à s'attaquer à des vagues monstrueuses. L'existence de ces gigantesques vagues à Nazaré s'explique par la présence d'un canyon sous-marin long d'une centaine de kilomètres, dont la profondeur maximum atteint 5 km et qui se termine sur la côte de Nazaré. Du fait de cette configuration très particulière, la houle de l'océan est canalisée vers Nazaré, où elle parvient sans avoir freiné, ce qui lui permet de déferler avec une énergie hors du commun. Nazaré a ainsi fait son entrée dans le Guinness Book des records dans la catégorie de la plus grosse vague du monde grâce aux performances d'un certain Gareth McNamara. Ce sportif américain s'y est en effet illustré en surfant en janvier 2013, ce qui est alors la vague la plus haute jamais surfée au monde. J'ai donc décidé de changer l'échelle métrique habituelle à l'occasion de cette question qui pique, spécialement pour toi Blandine. Est-ce que tu pourrais me dire combien de Blandine l'hirondelle de haut faisait cette vague à l'occasion de ce record du monde? À une Blandine l'hirondelle près, je suis très flexible sur le résultat. Combien il faut mettre de Blandine pour cette vague la plus haute jamais surfée? Oula. Ah, en plus, j'allais te dire, tiens, je sais que, parce que ça s'appelle la vague, c'est pas la vague Bellara. Non, Bellara, c'est au Pays Basque. Ouais. Ah, c'est au Pays Basque. Ouais. Non, mais je crois que c'était 30 mètres de haut, quelque chose comme ça. Et alors en Blandine hirondelle, encore faut-il savoir, tu as dû j'ai arrondi à 1m60. Sur la... je sais que tu vas me dire, oui. Ça doit en faire, je suis pas très forte, mais ça doit faire 22, 23... Alors, c'est un peu moins que ça, c'est une quinzaine, mais effectivement, dans l'idée, t'es pas loin, puisque la distance a été estimée à 23,77 mètres de haut, ce qui est quand même assez précis. Donc, plus sérieusement, c'est quand même l'équivalent d'un immeuble de 10 étages et un peu plus de 1% du D+, que tu as dû gravir à l'occasion de tes championnats du monde. Pour la petite histoire, ce record... Seulement 1%. Ouais, c'est pas tout de suite, c'est beaucoup moins impressionnant. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Et donc, pour la petite histoire, ce record, il a ensuite été battu le 8 novembre 2017 par le Brésilien Rodrigo Coxa, que je suis sûr tu connais très bien,
et qui a surfé une vague de 24,38 m qui reste à ce jour le record officiel inscrit dans les tablettes. Bon allez, on enlève la combi et on chausse les chaussures de trail pour prendre la direction de Coimbra et de tes championnats du monde de trail 2019. Au-delà de ta seule course épique, et c'est ce que j'ai vraiment trouvé particulièrement intéressant à l'idée de te recevoir dans cet épisode, c'est de vivre finalement le parcours qui t'a mené jusqu'à cette compétition sur laquelle tu t'es particulièrement illustré. Et donc cette belle histoire, elle a démarré à l'occasion du Trail du Ventoux en mars 2019, un trail auquel j'ai d'ailleurs eu la chance de participer et pour laquelle j'ai malheureusement échoué à 670 places du podium. C'est quand même vraiment pas passé loin, je suis déçu. Ah ouais, c'était pas loin. Ouais, franchement, c'est le sprint de la fin, ça. Exactement, le coup de bambou, je sais pas ce qui s'est passé. Le dernier gel, t'as oublié de le prendre. Exactement. Voilà, j'ai fini 3 heures après toi, ça donne une idée de mon niveau, mais c'est pas le sujet en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette course-là pour toi et puis dans quelle disposition, avec quelle ambition, s'il y en avait une, tu t'es présenté sur le Ventoux cette année-là? Ah bah absolument pas, en fait. J'avais démarré ma saison dans l'objectif de faire... Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais arrêté les ultras, effectivement, mais en fait, c'était pas ça l'idée. Effectivement, janvier 2019, j'avais établi un petit peu mon programme des courses et j'avais envie de refaire un ultra, de faire des ultras au moment de la saison d'été 2019. Et c'est Mathieu, donc, du coup, que vous connaissez bien maintenant, qui m'a dit bah écoute, moi je connaissais, en fait, je revenais de la Réunion, j'avais passé une petite année déjà en métropole entre Bordeaux et le Pays Basque, et j'avais pas vraiment repris des courses en métropole, donc je connaissais même pas le Trail du Ventoux. C'est Mathieu qui m'a dit qu'il y avait une course qui en général inaugurait la saison des trails, qui s'appelait le Trail du Ventoux, qui était une jolie course pas loin de là où habitaient en plus ses parents, donc c'était l'occasion de revoir la belle famille. Donc je dis bon bah allez banco, on y va, on va faire cette course, comme ça on rentre voir la famille et en même temps j'en profite pour faire une course. J'avais absolument aucun objectif, je ne veux pas regarder le plateau Élite ou quoi que ce soit. Je pense même pas que j'avais j'étais même pas dans le SAS Élite, il me semble. Donc j'ai fait la course voilà, comme d'habitude avec ma naïveté légendaire. Puis j'ai pris le départ sans grand objectif et finalement ben j'ai été deuxième de cette course derrière Rachel Drake. Donc derrière Rachel Drake et surtout devant Sarah Vieuil. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, je pense que c'était quand j'ai vu les niveaux de ces deux là, je me suis rendu compte que c'était une belle place. Est-ce que tu avais en tête que cette course, elle pouvait te donner l'opportunité de prendre part aux sélections de l'équipe de France de trail en cas de performance remarquée? Ah bah non, absolument pas. Moi, je savais pas du tout. J'ai deux bonhommes, enfin j'ai surtout un bonhomme qui est venu me voir à la fin de la course qui s'appelle Olivier Guy, qui est le DTN adjoint de la FFA. En parallèle, il y a Philippe Propage, que je ne présente plus, qui lui est venu discuter avec Mathieu. Et puis qui m'ont un petit peu expliqué l'équipe de France de trail, les sélections pour les championnats du monde, etc. Là, j'ai découvert qu'il y avait une équipe de France de trail. Et sur le coup, ça m'a paru ahurissant. J'ai dit, oui, c'est gentil, enfin, merci de penser à moi, mais je suis pas la personne que vous recherchez. Moi, je suis là, j'ai fait une jolie course là, parce que peut-être que j'avais les cannes, mais je mérite pas d'avoir une place en équipe de France. Pas de niveau, je le mérite pas, et voilà. Là, on est samedi, demain je retourne dans ma petite vie, et puis je referai des petites courses comme ça, je referai mon programme prévu pour l'année, et voilà. Et qu'est-ce qui finalement t'a décidé à accepter cette convocation? À quel moment tu t'es repenché sur le sujet? Oui, bah après je suis rentrée en ayant dit surtout à Olivier Guy, comme je te dis, quoi, ça, je ne pense pas être la personne que vous recherchez, sans moi, au revoir. Mathieu, lui, a été un peu plus enthousiaste, donc a eu l'intelligence de prendre le numéro de Philippe Propage et de donner mon numéro à Philippe aussi par la même occasion. Et puis comme je t'ai dit, le lundi, je reprends le boulot comme d'hab, et puis j'en parle, les gens qui savaient que je courais un petit peu m'ont demandé comment s'était passée la course et tout. Je leur ai dit, j'ai fait une belle place, blablabla. D'ailleurs, c'est drôle, vous savez quoi, ce qui m'est arrivé? Donc je leur raconte que le DTN adjoint, la FFA, avec le coach de l'équipe de France, sont venus me voir pour me convaincre de participer à la course de sélection. On lui dit avec des grands yeux, ah, du coup tu vas la faire? Je dis, bah non. Mais pourquoi? Et finalement, 1, 2, 3 personnes, tout le monde s'est dit, mais tu
tu sais pas à côté de quoi tu passes, tu n'as rien à perdre de toute façon. Si t'es pas sélectionné, tant pis, tu continues le programme que tu avais et puis si tu es sélectionné, tu sais que tu pourras peut-être vivre une aventure exceptionnelle et, et, et voilà. Enfin, c'était vraiment ça le truc. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Il y a pas de pression. Tu fais cette course et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Et il m'a fallu une petite semaine pour me dire ouais c'est vrai. Peut-être que peut-être que je le regretterai en fait si je le fais jamais parce que là c'est le moment quoi. Tous les voyants sont au vert. Je me suis dit bon bah allez, banco, donc j'ai rappelé Philippe et on a quand même pas mal échangé, hein. C'est vrai que pendant toute cette semaine de réflexion, il m'a dit, je lui ai dit: «Mais j'ai pas ma place». Il m'a dit: «Mais écoute, si, avec ce que tu as fait, au Ventoux, tu as tout à fait ta place, tu tout à fait ta place pour y être. Je pense que ça peut voilà, tu peux y arriver». Donc je lui ai dit: «Bon OK», au bout d'une semaine. «OK, mais il faudrait que je sois bien préparée parce que j'ai envie», voilà, comme je l'ai dit en introduction, moi quand je fais quelque chose, c'est pour arriver au bout de mes objectifs. J'ai dit: «J'ai envie d'être bien préparée, donc est-ce que tu peux m'entraîner?» On avait un mois. Vous avez un mois. Tu as un mois pour me préparer et à ce que je sois sélectionnée en équipe de France. Et du coup, de là, il m'a fait un plan d'entraînement. Enfin, il m'a dit premièrement: «Donne-moi ton plan d'entraînement de tes derniers mois». Je lui dis: «Un plan de quoi?» «Oui, ce que tu as fait». Je dis: «Bah, je sais pas moi, j'ai couru lundi, mardi et puis après, jeudi, mais qu'est-ce que je te dis de plus?» Donc là, ça a été rigolo parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait absolument rien de structuré. Et voilà, c'est à partir de là où tout a commencé, fin mars, 2019, j'ai commencé à avoir un plan un peu plus structuré avec un coach Et donc, avec quel objectif tu te présentes sur ces sélections? Qu'est-ce que tu attends? Et puis, est-ce que tu es finalement plutôt sereine à l'idée d'y aller parce qu'il n'y a pas tellement d'enjeux et tu n'as pas d'attente particulière, ou tu te prends au jeu et tu es quand même un peu nerveuse et finalement tu te fais un peu. Enfin, voilà, cette sélection-là, finalement, tu y attaches plus d'importance que ce que tu imaginais? et ben, finalement, ça a été, bizarrement, ça a été la course qui m'a mis le plus de pression, en fait. Parce que je pense que de toutes les courses que j'ai faites, mais même jusqu'à maintenant, hein, c'est la seule où je me suis mis un objectif. Normalement, je te dis: «Voilà, je fais la course pour le plaisir, je m'en fiche un petit peu du résultat». Là, je m'étais vraiment mis l'objectif de: «Il faut que tu sois, dans le top», je 6, sais plus, ils en prenaient combien? 6, ouais. je crois, oui. Faut que tu sois dans le top 6. Et en fait, oui, inconsciemment, je me rendais compte que je pouvais y arriver, en fait. Et c'est la seule fois où je me suis un peu, Mis la pression. mis la pression, mais vraiment, je ne pensais pas que mon corps pouvait réagir comme ça. J'étais malade comme un chien, toute la semaine qui précédait, même à 2 doigts de pas faire la sélection tellement j'étais pas bien. J'avais des reflux, j'avais des problèmes digestifs, et je pensais vraiment être malade. Je disais à Philippe: «Je suis pas bien, mince, j'ai attrapé un truc» et cetera. Il m'a fait dire, et puis moi voilà qui suis médecin plutôt cartésienne, je ne pensais pas que le psychologique pouvait jouer autant sur son état physique. Mais ce qui m'a fait dire qu'en fait c'était que la pression, c'est qu'arrivé, sur la ligne de départ, plus rien. Et alors j'avais tous les symptômes du monde, hein, Comme par hasard. comme par hasard. Et c'est vrai que pendant toute cette période, pendant tout ce mois où je m'entraînais, je rêvais de cette course, je rêvais que j'étais sélectionnée, je rêvais que je portais le maillot de l'équipe de France. Enfin, c'était et moi mon objectif, ça a été d'être sélectionnée et c'est voilà, comme je te dis, c'est la seule course où je savais que j'avais potentiellement une possibilité d'atteindre mon objectif. Donc beaucoup de pression. C'est pour ça que je veux plus me mettre d'objectif parce que ça a pas pendant la course, nickel, une fois que tu as déconnecté, que tu as mis le cerveau sur le côté, c'est bon, mais alors Les semaines d'avant, c'est plus les compliqué. les semaines d'avant, c'était compliqué, ouais. Tu es donc bien évidemment sélectionné puisque tu as performé et tu as réussi à être dans les places qualificatives. Et donc, tu pars avec l'équipe de France un peu plus tard au Portugal, donc à la fin du mois d'avril 2019, pour repérer donc, le cadre dans lequel aura lieu la course des championnats du monde de trail. Est-ce que ça a été un moment intimidant et impressionnant pour toi de rejoindre cette délégation française? Bah oui, oui, parce que il y avait tous les grands là, tous les athlètes que tu vois dans les magazines qui sont finalement en face de toi. Donc quand j'ai su que j'y allais, intimidant, mais j'étais tellement excitée. Moi, j'étais ouais, c'était une expérience inouïe. Enfin, je me sentais vraiment toute. Je me rendais vraiment compte de la chance que j'avais. Donc impressionnant, mais ça c'est vite passé en fait, parce que tout le monde est simple. Hein. Ce sont des gens tout à fait simples et normaux.
des apparences et du fait de les voir dans les magazines. Donc intimidant les Pas tant que les ça, ouais, les premiers premières jours secondes, et mais finalement après c'est simple hein, en fait finalement comme des amis une qui se famille en quelque rencontrent. sorte, Ouais, en tout voilà. cas sportive. Est-ce que tu peux nous donner une idée du décor qui vous entoure et puis partager avec nous tes premières impressions sur le parcours, puisque c'était aussi un des objectifs de ce stage? Ah, alors on a fait, sur 2 jours, la première partie sur une journée et la deuxième partie sur l'autre. Et ben, j'étais dépitée, à la fin de la première journée parce que, ça a commencé par, les parcours, enfin on a repéré, les 10 premiers kilomètres, c'était horrible. C'est genre de sentiers que je déteste en sous-bois, en forêt, très humide. En plus, on n'était pas en altitude, donc il faisait très chaud. On n'arrêtait pas de passer, de c'est il y a on longeait une rivière, mais d'un versant à l'autre en passant par des petits ponts en bois ultra glissants, de la boue, des racines, jamais aucune vue. Alors moi, j'aime bien être en hauteur, dominer et voir la vue. Là, aucune vue, quoi. C'était vraiment dans les sous-bois, tu voyais même qu'à des moments, ils avaient rasé pour essayer de faire un semblant de chemin. Enfin, c'était désagréable, très technique, il fallait toujours regarder là où on mettait ses pieds. Donc je n'avais pas du tout aimé, j'étais pas la seule d'ailleurs, hein et même là pour la petite anecdote, suite à la première journée, Julien Rancon, nous a dit: «Non mais moi, heu, finalement, je fais plus la course, c'est nul», alors du coup, suite à ça, je l'appelais Julien Ronchon parce que alors il s'est plaint pendant toute la journée en disant qu'il allait pas faire la course, que c'était pas pour lui, que c'était moche, que c'était nul et cetera et pour finalement, fin de l'histoire, il a été vice-champion du monde donc c'est rigolo. Et puis après deuxième journée, bon ça allait mieux. Là, il y avait un peu plus, c'était un peu plus joli, on était un peu plus sur les hauteurs, la vie un peu plus dégagée, un peu moins technique, avec du dénivelé comme j'aime, donc c'était un peu plus rassurant. Quels sont les principaux enseignements que tu as tirés de ce stage et de ce que l'encadrement et les autres coureurs ont pu t'apporter pendant ces quelques jours? Déjà, je j'ai je c'était la première fois que je vivais des moments avec des sportifs, à haut niveau, donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une manière de vivre qu'il fallait que je change. Ne serait-ce que par, peut-être la façon de manger, une hygiène de vie et puis, faire, enfin tous les à côté, autres que courir, penser à faire un peu d'étirements, à faire un peu de gainage, choses comme ça. Quand je voyais ça, j'étais on vivait vraiment avec tout le monde, donc quand je voyais, les filles qui faisaient, des abdos le matin, des étirements le soir, moi je les regardais avec des grands yeux, genre: «Est-ce faut faire ça?» Finalement, c'est une routine que j'ai adoptée, maintenant, mais alors, sur le coup, j'étais: «Oh mince, faut faire ça en plus, faut faire ça en plus, oh là là!» Donc j'ai été un petit peu plus sérieuse, faire un peu plus, attention à mon alimentation. Bon, par contre, j'ai pas arrêté, l'alcool, et les apéros, quand quand il fallait, mais oui, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il fallait avoir une certaine hygiène de vie si on voulait progresser. À 3 semaines des championnats du monde, vous avez le plaisir d'être à nouveau tous réunis pour un stage dans le Cantal cette fois. Quelles étaient les spécificités de ce stage en comparaison au précédent au Portugal? Oh bah là, c'était super chouette parce que c'était carrément une semaine entière. Donc le stage enfin la reconnaissance, c'était sur un week-end. Là, c'était une semaine entière, on était dorlotés, chouchoutés, c'était dans le Cantal, dans un petit hôtel-resto qui s'appelle les Genêts d'Or, au pied du Puy-Marie. C'était ma semaine de vacances où j'ai complètement déconnecté, quoi. C'était les vacances, quoi. On faisait ce qu'on aimait, on se réveillait le matin, on avait le petit déj à volonté, on allait courir, le matin, on revenait le midi, pieds sous la table, encore avec, déjeuner, au restaurant. On allait faire notre petite sieste d'une demi-heure, 1 heure en début d'après-midi. Le soir, on remettait le couvercle avec, une petite sortie vélo récup ou course à pied. Le soir, la petite bière, ou le petit apéro qui allait bien, on mettait les pieds sous la table, on partageait des moments conviviaux. Enfin moi ça a été genre j'ai adoré ces moments. Bon ça a pas été que voilà, il y avait quand même des bonnes sessions qu'on se mettait tous ensemble, enfin des bonnes sessions d'entraînement, mais Ça n'était j'ai pas que du boulot. adoré. Hmm. Oh non, moi j'ai ça
Non, et puis ça m'a vraiment. Je suis rentrée, je me rappelle le dimanche, quand je savais que cette semaine était coupée, j'en avais les larmes aux yeux en me disant: Ça y est quoi, je dois retourner au boulot, c'était trop bien. C'était difficile, j'avais vraiment déconnecté totalement. Et puis à cette époque, j'étais encore interne, donc l'internat de médecine, enfin pour ceux qui connaissent, c'est pas la période la plus facile de ma vie non plus. Donc ça a été extrême. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. Puis ça m'a vraiment rassurée parce que j'avais une forme d'enfer en fait à ce moment-là. Je faisais des super séances, donc c'était chouette. Ça m'a permis en plus de renouer encore plus, enfin de nouer des liens, de tisser des liens encore plus forts avec l'équipe de France. En plus, on avait un staff médical, pareil qui était là, 24 heures sur 24. Enfin ça va, on les ennuie. Je me levais pas en plein milieu de nuit parce que j'avais le gros orteil, qui me faisait mal. Mais le soir, on se faisait masser. Bon moi c'était la première fois que je voyais un kiné, hein. Donc à chaque fois, après chaque séance ou le soir, on avait des massages de récup, il nous faisait un bilan sur, enfin, c'était la première fois qu'on s'occupait autant de moi pendant toute une semaine et alors c'est agréable de rien faire, d'être, Mathieu, si tu j'en nous j'en parle écoutes, encore tu sais mais ce qu'il te reste à faire. c'est ça les massages. Non, des fois il me propose de masser, mais il a pas la même formation que malheureusement que des vrais kinés qui savent comment faire un bon massage récup. Mais bon, l'intention y est. Donc là, tu finis la préparation au sens plus global dans des très bonnes dispositions physiques et psychologiquement. Enfin, tous les indicateurs sont ouverts à quelques jours de la course. Bah, faut croire, je m'en rendais pas compte, mais oui, c'est vrai qu'avec du recul, maintenant, oui, tout était. Quand je revois les séances que je faisais, j'étais bien reposée physiquement et psychologiquement avant la course, donc oui, oui, tous les voyants étaient ouverts. On est la veille du départ. Quelle est l'ambiance entre vous tous? Est-ce qu'elle est plutôt studieuse, concentrée, au contraire très relâchée et conviviale? Enfin, comment est-ce que vous vivez tous? Comment vit le groupe à quelques heures de la course et de ce grand rendez-vous? Bah, moi, j'ai trouvé plutôt relâché. Enfin, moi, j'étais plutôt relâchée, euh, donc c'est vrai que quand soit en soi, personnellement, on se trouve relâché, on a l'impression que tout le monde l'est aussi. Bon, ça m'a pas perturbé. On a eu un petit débrief juste avant, enfin la veille de la course. Bon, là, un petit débrief quand il commence à refaire un petit peu le point sur les stratégies, quand on commence à. Effectivement, il y a un petit coup de stress quand on va voir enfin, quand on va avec notre petit ravito, notre petit sachet avec notre prénom et qu'on prépare notre gourde et nos gels et machin et qu'on les donne et qu'on dit ça c'est à donner à tel kilomètre, ça c'est à donner à tel kilomètre. Oui, il y a une petite pression qui s'installe, mais c'était que du positif, c'était la bonne pression, quoi. C'était pas du tout la pression qui me mettait malade comme ça avait pu l'être sur la course précédente. Donc non, toujours bien. Et puis là encore, on était super bien logés, hein. On était dans un hôtel 4 étoiles, lit king size, literie impeccable. Moi, j'ai jamais aussi bien dormi. Est-ce que tu penses avoir un coup à jouer sur la course ou finalement le seul fait d'arborer le maillot de l'équipe de France, c'est déjà un accomplissement presque suffisant en soi? Eh ben absolument pas. Alors moi, c'était comme j'ai dit, hein, moi, mon objectif, c'était de mettre les maillots de l'équipe de France. Après, enfin, c'est vrai que ouais, sur le moment, j'osais pas trop le dire parce que je savais qu'on espérait que je donne le meilleur de moi-même et que je fasse quelque chose de bien. Mais alors moi l'objectif, il était tout à fait atteint, hein. C'était être en équipe de France. Après, bien sûr, j'allais donner voilà, j'allais courir la course comme pour donner effectivement le meilleur de moi-même, mais sans du tout ambition à un podium. Ça, c'était sûr. Alors, au moins individuel. Est-ce que tu as en tête donc certes le résultat individuel, mais il y a aussi bien présent à l'esprit l'idée de performer au mieux pour le collectif, dans l'idée d'aller chercher un beau résultat pour l'équipe aussi, puisque vous aviez aussi un titre à aller chercher collectivement pour un titre de champion du monde par équipe? Oui, par contre, ça, je l'avais en tête. Le titre par équipe, ça, je l'avais en tête. Je savais. Enfin, ouais, j'ai rejoint une équipe qui était déjà hyper soudée et quand même assez forte avec Adeline, Sarah, Clémentine, Marilyn, Julie et moi-même et Christelle. Je savais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire de super, donc j'avais vraiment le titre par équipe en tête. Ouais. Est-ce qu'il y a des concurrentes dont tu te méfies plus particulièrement sur la course? Est-ce que tu avais même étudié la question ou tu regardes ça de loin? En fait, oui, enfin des concurrentes. Alors je me méfiais pas parce que pour moi c'était pas des concurrentes, parce que pour moi c'était certes qu'elles étaient devant, mais bien sûr il y avait Ruth Croft, Azara Garcia, Sheila Avilés,
Donc oui, un beau plateau de filles qui méritaient, entre guillemets, plus que moi d'être sur le podium. Est-ce que tu avais défini une stratégie de course particulière ou la stratégie, elle était tout simplement de faire comme d'habitude puisque la méthode avait déjà très largement fait ses preuves et d'y aller à Bah non, l'instinct finalement? comme d'habitude à l'instinct et on verra ce qui arrivera, quoi. Se faire plaisir. Il y a quand même une chose que tu appréhendes avant de prendre le départ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui est plus préoccupant pour toi ou il n'y a pas de source particulière et tu es juste dans l'optique de Non, profiter? j'appréhendais juste cette première partie hyper technique. Je voulais pas me faire me blesser, me prendre les pieds dans les racines, dans les machins, glisser, me faire mal. Mais à part ça, non, j'avais pas tellement d'appréhension. Ça y est, nous sommes le samedi 8 juin 2019, le grand jour est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée dans le SAS et de ce qui est étonnamment alors seulement ton premier départ au sein des élites? Oui, bah alors, comme j'expliquais, c'est la première fois que je faisais une course avec autant de, enfin une course en tant qu'élite. Donc moi j'avais pas l'habitude des sas élites de départ, donc j'ai pris le départ comme d'habitude, c'est-à-dire en bon uniforme avec en arrivant 10 minutes avant tout le monde sur la ligne de départ. Donc là, je me suis je me rappelle, j'étais même avec Christelle Lazare qui m'a dit: «Oh, on pourrait encore s'échauffer». Je dis: «Non, non, 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 il faut qu'on y soit, on va rater le départ, on va pas être bien placé et tout». Tu vois? Bon, bah, d'accord, alors elle m'a suivi aussi et donc on était vachement bien placés parce qu'on est arrivé sur la ligne de départ, il y avait pas grand monde. Donc on a été tout de suite en 2 ou 3e ligne, bien placés et ça, je pense, ça a été une des raisons, qui a fait que j'ai bien performé. J'ai bien performé parce que finalement c'est parti très vite. J'ai suivi le tas, j'ai suivi les hommes et enfin les premiers la tête de course et en fait, le parcours faisait que ça se finissait rapidement en entonnoir et ce qui fait que si on n'était pas bien placé, on pouvait vite, être, dans les bouchons et moi j'ai réussi à éviter ça. Donc je pense que c'est ce qui a été un fait, marquant et un bon argument, enfin une bonne raison pour ma victoire aussi. Preuve de la rapidité de ton départ, après 2 kilomètres de course, tu évolues aux côtés des garçons les plus rapides et notamment Nicolas Martin qui s'étonne agréablement de ta position. Oui, 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 effectivement, c'était assez rigolo parce que je commençais à courir et là je croise Nico Martin. Alors, sur le moment, je me dis: «Mince, il y a soit il est pas bien, soit c'est moi qui vais trop vite». Et Nico après coup, quand on a rediscuté, il m'a dit la même chose. Il m'a dit: «Ouh là là, soit c'est moi qui vais pas bien, soit c'est elle, soit c'est elle qui va trop vite». Mais il m'a dit: «Pourtant je me sens pas si mal. Bon, je vais quand même un peu accélérer». Mais il m'a dit: «Quand je t'ai vu là, à 2 kilomètres, je me suis dit là que tu étais vraiment calme, quoi». Mais oui, c'est effectivement, bon après T'es à la première place féminine dès le début en fait. ouais, 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 tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler des 15 premiers kilomètres de la course et donc ceux que tu appréhendais en particulier? Finalement, comment ils se passent comparativement à ce que tu pouvais, à l'idée que tu pouvais t'en faire? Bah, finalement pas si mal. Je pense que ça a été vraiment un voilà, on s'attend c'est quand on s'attend au pire que finalement ça passe la pilule passe mieux. Mm. Et à Donc l'inverse, heureusement parfois, que je quand on l'ai s'attend à un grand truc, on est un peu déçu. C'est souvent vrai pour les films, ça, je trouve. et ouais, pour les films et les soirées aussi, genre le 31 décembre, finalement c'est toujours la soirée la On plus n'en nulle attend plus et bah, rien c'est maintenant, pareil. ouais. Oui, c'est ça. Ouais, Donc pas si donc cata que ça finalement. et bah, non, pas si cata que ça, c'est passé vite, hein, parce que c'est tellement une montagne que pas si cata, c'est passé, voilà, comme une lettre à la poste, arrivé jusqu'au premier ravito où, enfin, avant le premier ravito, je me remémore encore, je me revois enfin, je entends encore les cris de Mathieu. En fait, j'entendais quelqu'un qui criait: «Allez Blandine!» mais vraiment avec une voix, ça me faisait peur quoi, c'était strident. Je dis: «Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il connaît comme ça?» Je reconnaissais pas la voix. Sauf qu'en fait, j'ai su après coup que c'était Mathieu, mais je n'avais jamais entendu une voix comme ça qui sortait de sa bouche. Au de fil en aiguille enfin finalement, plus la course avançait, moins j'entendais sa voix parce qu'il la perdait progressivement. Mais alors, c'était vraiment rigolo. Dès les débuts, il était à fond. Donc ça, c'était, je pense, à peu près au 7e kilomètre, où il était présent et voilà. Après ça s'est plutôt bien passé jusqu'au premier ravitaillement, ouais, le 15e kilomètre. Aux environs de la mi-course, tu fais une autre pause ravito qui est un peu freestyle, c'est ça? Ça se passe pas exactement. Enfin, c'est pas très bien organisé, on va dire. Bah, c'est pas que c'était pas très bien organisé, mais c'est encore dans ma naïveté, je savais qu'il y avait une course à peu près à mi-parcours, où c'était là où vraiment c'est là où on avait vraiment donné enfin, j'avais donné vraiment mon plus gros ravito, c'était dans un petit village.
Je me rappelle, c'était les 2 kinés de l'équipe de France qui nous ravitaillaient à ce moment-là et bon, je me disais: «Oh quand même, ils ont fait tout ce chemin-là, ça leur met ils ont mis beaucoup du leur, donc pourquoi c'était normal de s'arrêter, de leur parler, de les remercier, de leur demander gentiment s'ils Comment va pouvaient la me mettre une famille? barre et voilà, comment ouais. Voilà, bon, finalement, après coup, je me rends compte qu'ils m'en auraient pas du tout voulu si j'étais passée et que je leur avais même pas dit bonjour. Mais c'est comme, quand je fais des courses, qu'il y a des bénévoles, je me sens obligée de leur dire un petit coucou parce que je sais qu'ils ont fait le déplacement, qu'ils mettent du leur donc voilà. Donc je me suis gentiment un petit peu arrêtée. Bon, finalement, j'étais pas à 1 minute de près, hein. Mais voilà, j'ai tranquillement bon après des fois ça peut aussi faire du bien, hein, de s'arrêter. Donc j'ai fait me mon ravito, tranquillement comme je le fais normalement, comme je fais mes courses d'avant. Et par contre ce qui m'a marqué moi, c'est juste après le ravito, il y avait un escalier qui devait faire, je sais pas, même pas 40 mètres de haut, 40 mètres de C'est dénivelé, 2 fois la heu taille de la vague de Nazaré, ça, quand même. et ouais, 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 alors c'est pour Ne ça, pas franchement, je vais faire du sous-estimer. surf parce que c'est beaucoup plus simple de faire du surf, hein, si c'est juste 30 mètres. Voilà, 2 fois la taille de Nazaré et rempli de monde sur tout l'escalier, un peu comme on pourrait le voir à Zegama où on voit même plus le sentier, parce que les gens le sentier s'ouvre, Comme dans le Tour de devant les France, gens pour qui donner une référence pour comme ceux qui dans ne connaissent pas et qui n'ont pas vu les images, c'est un peu l'esprit du Tour de France avec, c'est ça, la voilà, c'est population ça, qui c'est s'ouvre, les couvre la voie aux athlètes, mètre après et mètre. et c'était magnifique. Moi, j'avais jamais eu, autant d'ambiance, les gens, ils étaient en train de crier avec des cloches, avec des fanfares et pourtant, j'étais déjà un petit peu fatiguée parce que j'avais déjà quand même couru pas mal avec pas mal de dénivelé. Alors là, les escaliers, les enjamber 2 par 2, j'allais à fond, je sais pas, j'ai eu un élan d'impulsivité que je insoupçonné. C'était génial, hein. Ça, Un ça moment sonnait marquant. dans ma cage thoracique. Ouais, et là, je me suis dit: «Waouh!» Quand j'ai vu les images de la course de Zegama, c'était ça. Ça, c'est pareil, mais fois 10. Je me suis dit: «Ah, faut que je la fasse celle-là». L'année prochaine, espérons qu'elle ait lieu. Et ouais. Est-ce que le fait de mener la course depuis le début, c'est une position qui te va bien ou est-ce que enfin, tu préfères être dans la peau de la proie ou dans celle de la chasseuse? Bah, non, bien sûr, c'est quand même plutôt agréable d'être devant. On se préoccupe pas trop des autres, on est dans moi, ça me dérangeait pas, d'autant plus que comme je te dis, j'avais pas tellement d'attentes, c'est chouette, hein. Je me suis dit: «Bah, c'est génial, profite de ces moments où tu es devant sur un championnat du monde parce que ça arrivera pas souvent». À tout moment, je me disais que de toute façon, la logique des choses, allait reprendre le dessus et que j'allais me faire rattraper à chaque fois que moi, je m'attendais à tout moment à ce que la deuxième me rattrape. Donc quand j'entendais quelqu'un souffler derrière moi ou quand j'entendais des pas derrière, je me disais: «Ça y est, tiens, ça y est, c'est le moment où où c'est le moment où c'est fini et elle me rattrape» et puis non, ça s'est jamais passé. Donc ça m'a jamais vraiment mis la pression, sauf on va dire, sur les, 2 derniers kilomètres, de la fin, sur le bitume où là, je me suis dit: «Oh, là, Faudrait pas que je me fasse dépasser maintenant. faut pas que je me fasse dépasser parce que ce serait dommage». Donc là, accélère un petit peu et voilà, mais enfin, accélère un petit peu, j'ai accéléré ce que je pouvais, hein. Non pas que j'étais, je vais pas dire que j'ai été, dans ma zone de confort, dans ma z en croisière pendant toute la course, mais je me suis rendu compte qu'à la fin que ça pouvait marcher. Au gré de l'avancée de la course, la communication sur les écarts avec tes poursuivantes, elle se fait de plus en plus rare. Comment est-ce que tu interprètes ce signal ou est-ce que toi, t'interpelle? Oui, c'est vrai que sur les premiers, il y avait pas mal de gens qui nous suivaient entre le staff, entre, Philippe, Olivier, Aurélien Dulampalas aussi qui était blessé mais qui nous a fait le ravitaillement et Mathieu. Ils étaient à chaque, endroit au niveau de la course et au début, on me disait: «Oh, tu as 1 minute, tu as 2 minutes, tu as 3 minutes» et puis au bout d'un moment, on me disait plus rien. Alors, je me disais: «Bon, il y a 2 soit on veut pas me faire enfin, soit on veut pas me faire peur parce que justement ça se rapproche et ça me mettrait la pression et voilà. Ou soit justement, on veut pas que je me relâche en me disant que j'ai, 8 minutes d'avance. Mais bon, je me suis posé l'espace d'un instant, je me suis posé ces 2 questions et après je me suis dit: «C'est pas grave, n'y pense pas de toute façon, voilà, tu donnes le Trace ta meilleur de route. toi-même, trace ta route, fais comme tu fais d'habitude et te préoccupe pas». Tu rejoins le dernier ravito à 10 km de l'arrivée et tu es alors surprise, pour ne pas dire déstabilisée par la réaction de Philippe Propage. Et oui, pour moi, c'était quasiment la fin. J'étais fière de moi. Je me suis dit que qu'il allait être là, qu'il allait me dire qu'aussi qu'il allait m'envoyer plein de messages d'encouragement et cetera et en fait, la seule chose qu'il me dit,
un peu stoïque, c'est hydrate-toi. Bon, ok, chef, je m'hydrate. Alors je me rappelle, c'était à nous de se servir nous-mêmes. On devait ouvrir un robinet. J'avais mes gourdes qui étaient encore à moitié pleines parce que moi je suis un chameau, je bois quasiment pas, donc j'arrive même pas à ouvrir le robinet. J'étais oh ça me gonfle. J'avais envie de lui dire mais j'ai pas envie de boire en fait. Moi j'avais juste envie que tu me et ouais un peu déçue de qu'il soit pas aussi. Bon, il faut dire aussi que Mathieu avait mis la barre haute, hein, à crier Il et était à hystérique. m'encourager comme un dingue. Donc, Philippe n'est pas comme ça. Mais en fait, après coup, quand il m'a vu sur la ligne d'arrivée, j'ai jamais vu. Enfin, il était hyper fier. Et voilà. Voilà, il n'avait pas envie de crier victoire trop vite. Il voulait pas non plus que moi, si je le voyais complètement fier et voilà, peut-être que je me serais dit ça y est, la course elle est finie et je peux relâcher. Et il n'avait pas envie de ça. Donc effectivement, moi ça m'a déstabilisée, mais d'un autre côté aussi, il n'est pas fier de moi. Comment ça, il n'est pas fier de moi? Allez, on en remet un coup. C'était peut-être aussi la stratégie, je sais pas. À quel moment est-ce que tu te dis que le titre peut plus t'échapper? Bah, arrivé sur le bitume, enfin arrivé ouais, aux 2 derniers kilomètres où il y avait plus de la piste cyclable et Là, tu te dis c'est bon. plus que ouais, bah, je me suis dit là quand même, si je me fais rattraper, ce serait pas de chance quoi. Ouais, je me suis dit c'est bon. Bon, il y a aussi juste allez 3 kilomètres avant la fin, j'avais aucune idée de mes écarts et là je croise tout seul le copain de Clémentine Geoffrey, Clémentine. Mhm. J'allais vite en plus, c'était en descente et il me dit je sais plus comment il me dit, mais alors ça a été hyper rapide. Il m'explique en gros que ma victoire individuelle est quasi certaine, mais par contre il faut que je lâche rien parce que la victoire par équipe se joue à quelques secondes. Parce qu'en fait c'était le classement par équipe se faisait par l'addition des temps individuels des 3 premiers. Ouais, je me suis dit ah d'accord, allez donc effectivement quand je l'ai croisé, je me suis dit bon, ma victoire individuelle a priori, elle a l'air d'être bien, mais là je pensais plus qu'à l'équipe en fait, au collectif. Et donc je me suis dit allez, tout là parce que si ça se joue que par seconde, il faut tout donner. Donc c'est vrai que j'étais rassurée individuellement, T'avais encore mais de la caisse toujours pour dans relancer à ce moment-là? ouais ou au moins pas ralentir quoi, au moins continuer dans la lancée que j'avais depuis le début. Pas me dire allez, je me repose sur mes lauriers parce que je suis large. Mais non, tu continues. Et puis en fait, quand on sait que personnellement ça marche, le psychologique, le mental, il prend le dessus sur les gens. On sent même plus qu'on a mal en fait. Hein. On continue et sur les 2 derniers kilomètres, il y avait plein de monde parce que tu arrives sur la route, donc c'est plus facile. Il y a plus de supporters évidemment. Et de toute façon, moi, les supporters, c'est ce qui fait ma course. Quoi. Moi, une course sans supporters, Ça n'a pas la même saveur. ça n'a pas la même saveur. Tout à fait. Je vais pas dire que ça n'a aucune saveur, mais ça n'a pas la même saveur. Donc là, ouais, on se sent emporté et arrivé à 10 mètres de l'arrivée, on me tend un drapeau de l'équipe de France et là, je le prends et là, je me rends compte que ça y est, quoi. Tu remportes donc le titre de championne du monde individuel avec 8 minutes d'avance sur la néo-zélandaise Ruth Croft, ce qui illustre l'ampleur de ta performance. Quelle est la première chose que tu ressens en franchissant la ligne d'arrivée? Qu'est-ce que tu te dis? C'est et bizarrement un grand vide en fait. Je me revois, je voyais rien. J'avais l'impression que mon champ visuel était réduit. J'étais dans mon monde et il y avait juste le médecin de l'équipe de France, là, Stéphane, qui était là, qui était en pleurs. Et j'avais juste un seul mot à la bouche, enfin une seule phrase à la bouche, c'est qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Je reviens pas, qu'est-ce que je viens de faire? Et je voyais plus rien. Sur les photos, c'est drôle, je vois qu'il y avait même Philippe et Mathieu qui essayaient de me dire quelque chose. Je voyais leurs bras qui allaient vers moi et moi j'étais dans mon coin. Et il y avait une, une ruée de photographes devant moi prendre des photos et j'avais juste envie de montrer sur les photos que j'étais joyeuse, mais même, enfin, une joie. Alors, j'avais le smile jusqu'aux oreilles, je criais, je sautais. Il y a même quelqu'un qui m'a dit écoute, c'est ton moment, tu peux même profiter, tu peux encore refaire des allers-retours. Alors, je suis retournée sur le parcours à faire des sauts de cabri avec mon drapeau, à m'amuser. Enfin, je sais pas, c'était ma façon de montrer comment j'étais joyeuse. C'était exceptionnel. C'était des moments forts, quoi. J'avais rien en tête, quoi. C'était extase. Voilà. Si, c'est extase. Pour ne rien gâcher, vous êtes également titré dans le classement par équipe devant les Espagnols et les Roumaines. Au-delà de ton titre individuel, que te procure ce sacre par équipe? Ah bah c'est
Tu l'as su tout de là, je me suite suis ou non, il a fallu attendre que et les partenaires arrivent, c'est ça? Forcément. non, non, parce que pour l'anecdote, jusqu'à on a cru que c'était les Espagnols qui avaient été, championnes du monde. Et en fait, on a cru, c'est ce qu'ils étaient annoncés, en fait. Ils ont dit: «L'Espagne est championne du monde». On s'est dit: «Ah bon, c'est dommage, bah, c'est pas grave, on est vice-championne du monde, c'est génial et tout». Et je crois que c'était, Antonio Gallego, le coach de l'équipe de France de course en montagne qui avait suivi aussi la course à fond et lui, il avait calculé, c'est le mec, c'est une calcul tout est hyper bien organisé. Et donc, il a envoyé un message à Philippe ou à Olivier, je ne sais plus, et il a dit faites faire recompter les points, les secondes, enfin les temps, parce que je crois qu'il y a une erreur, je crois que la France, je crois que c'est vous qui gagnez et tout. On est allé voir, enfin, le staff est allé voir le chronométrage, enfin les chronométreurs ont dit écoutez, nous on veut faire recompter parce qu'a priori il y a une erreur. Et donc on l'a su quelques heures après que finalement on était championne du monde. Donc moi Double j'ai trouvé détente. ça ah bah oui, donc c'est encore plus beau quand on s'y attend pas, quoi. Donc moi je me suis dit: «Bah, c'est super, c'est l'objectif qui est atteint et j'ai en plus, en bonus, mais quel bonus, le champion enfin le titre individuel». Donc c'était Est-ce que tu penses que la cohésion dont vous avez fait preuve lors des périodes de préparation et des stages, ça vous a donné ce petit supplément d'âme qui vous a permis de décrocher ce titre par équipe? ah bah oui, 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 moi c'était mon objectif, comme je l'ai pas dit avant, mais j'avais créé une petite chanson pour, pour montrer comme j'étais fière d'être ici sur, l'air des 3 cafés gourmands. Une chanson qui voulait un petit peu, sur le champ enfin sur un peu cette histoire qui remémorait un peu cette, reconnaissance, le stage, la cohésion, ce que j'avais retrouvé, chez chaque athlète qui faisait partie de l'équipe de France. Et moi, ça m'avait vraiment donné un plus et je pense que pour beaucoup aussi, ça donne des ailes, hein, de courir pour une équipe. C'est vrai que c'est un sport individuel, le trail, mais c'est ce que j'aime dans porter le maillot de l'équipe de France, c'est que je retrouve ce côté équipe et ça a une saveur toute particulière quand même. Et d'ailleurs la chanson, je l'ai eu en tête pendant toute la course et Ça t'a ça m'a donné motivé. des ailes. Ouais. Quelle image tu retiens de ces championnats du monde, s'il y en avait une, un moment que tu as fixé et cristallisé dans ton esprit? Je pense que c'est, la Marseillaise, monter sur la marche, enfin la plus haute marche avec, en plus déjà 2 fois par équipe et individuelle et entendre, l'hymne national et me dire: «Waouh, je représente la France et grâce à nous, la France est médaillée enfin ouais, médaillée du monde». Quelle C'est fierté. c'est une grosse fierté, ouais. Je t'en parle, j'ai encore, les larmes aux yeux, ouais. C'est la séquence émotion, c'est bien normal. Mais ouais, c'est ça. Quelle est la nature de ta relation aujourd'hui avec les autres membres de l'équipe de France? Est-ce que vous êtes restés très soudés? Vous avez une relation qui est un peu suivie, même si malheureusement vous n'avez pas eu l'occasion vraiment de vous croiser sur des courses depuis un petit moment? Quelle est la nature de vos échanges aujourd'hui, s'il y en a? Bah oui, il y en a. Déjà, on a gardé notre groupe, WhatsApp où on s'échange régulièrement, même individuellement. J'échange beaucoup avec Adeline, qui est nouvellement maman et on a pas mal échangé à ce niveau-là. Puis moi, voilà, moi, ça compte beaucoup aussi, je trouve, le côté famille. Et puis bon, de par mon métier, toute sa grossesse, j'arrêtais pas de lui demander comment ça allait, si elle avait besoin de quelque chose et tout. Sarah également, hein, que j'apprécie beaucoup. On s'envoie des petits messages. Il y a Christelle, il y a Julie que j'ai revue au stage dans le Cantal l'année dernière. Clémentine, on s'est revue au championnat de France de course en montagne. Marilyn, on s'est revue là au Trait de la Cité des Pierres. Donc ouais, on garde. Et puis ouais, il y a une bonne entente. Hein, on s'apprécie vraiment. Vous êtes liés de toute façon par ce moment-là? Ouais, Ouais, tout à jamais. fait. Au-delà du seul rayonnement médiatique et de la résonance que ta performance a pu avoir dans le monde du trail, qu'est-ce que cette course elle a changé pour toi à titre personnel? Est-ce qu'il y a une différence entre la Blandine d'avant championnat du monde et celle d'après? Oui, oui, parce que ça, on va dire, ça a complètement changé ma vie, hein. Ça a changé ma façon. Enfin, on peut pas être. Enfin, maintenant, d'un point de vue sportif, je suis plus la blondine qui prend le dossard entre guillemets amateur et qui se met au queue de peloton et puis qui fait sa course. Voilà, maintenant je suis attendue sur toutes les courses, donc c'est un petit peu différent à ce niveau-là, mais ça donne une certaine motivation de faire d'avoir
d'avoir cette étiquette. Oui, et puis, oui, de toute façon, d'être champion du monde, ça change une personne. Hein. Même dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, c'est difficile de le cacher. Et tout le monde m'en reparle et c'est toujours plein de fierté quand les gens sont aussi étonnés et admiratifs. Donc oui, je suis plus la même personne, ça c'est sûr. Et par rapport à toi, enfin, on a évoqué un peu, enfin, au tout début de nos échanges, cette dimension de confiance, ça a quand même contribué à te donner plus confiance en toi, une certaine assise, ou finalement pas tellement. Bah, bizarrement, oui et non, parce qu'on pourrait croire qu'effectivement, je me dis: «Je suis championne du monde, j'ai été aussi championne de France par la suite et cetera». Donc j'ai plus rien à prouver à personne et j'ai quand même, validé, on va dire, mon titre. Mais d'un autre côté, le fait qu'on m'attende toujours, heu, on m'attende toujours au 1er rang, je me demande toujours si j'ai ma place, si j'ai le mérite, si j'ai le niveau, de ce qu'on attend de moi. Donc bizarrement, ça m'a pas donné tellement plus confiance en moi, ça m'a même fait douter parce que du coup, on attend beaucoup de moi et j'ai toujours peur de pas satisfaire, les attentes. 2 ans après ces championnats du monde, j'imagine que tu as l'occasion de te rejoindre un certain nombre de fois le film de cette fulgurante ascension, dont un des points de départ a été le Ventoux dont on a parlé tout à l'heure. À froid, est-ce que tu as quelques éléments qui pourraient contribuer à expliquer cette ascension, ou est-ce que ça relève toujours un peu, selon toi, de l'irrationnel et une conjonction de choses c'est difficile d'attribuer un facteur plus de poids qu'un autre? Bah, pour moi, c'est l'irrationnel, hein. Tout simplement, je peux pas l'expliquer, Il y a beaucoup de travail quand même. du travail, mais pas du travail comme, du travail, j'ai quand même commencé tardivement, sur le tard, j'ai pas eu un rythme d'entraînement, éternel, enfin consacré à ça. Je viens pas d'un sport où j'étais à haut niveau, donc non, je comprends toujours pas. Moi, je suis une C'est le talent, citoyenne Blandine. tout Il va à falloir que fait. tu admettes que c'est du talent et quand même du boulot, et puis Ouais, plein de sûrement, capacités quand même que tu arrives sûrement. à entretenir et développer. Oui, il doit y avoir aussi une part comme ça de plusieurs de facteurs qui font que tout s'est bien déroulé et que ça a marché jusque-là. Merci beaucoup, Blandine, d'avoir partagé avec nous ce fulgurant parcours qui ne peut que laisser totalement admiratif. En tout cas, moi, c'est le cas. On va parler maintenant un peu de ton avenir. Est-ce que tu as un calendrier de course qui est établi pour la suite de l'année 2021 et peut-être même l'année prochaine, à l'heure où les perspectives semblent s'améliorer et que les courses commencent à refleurir un peu partout pour notre plus grand bonheur? Qu'est-ce que tu sais, toi, de ton programme de ces prochains mois? Alors effectivement, là, il y a pas mal de choses qui ont été annulées, des courses que je voulais faire. Donc, de jour en de chaque semaine, mon calendrier, n'arrête pas de changer. Mais là, donc début juin, il y aura, la première étape, des Golden Trail World Series en Espagne. C'est la course s'appelle Ola de Núria. Mhm. Là, ça va être, une course avec une densité, enfin un niveau, exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu une course, comme ça. D'une part parce que c'est la première course de l'année et qu'il y a pas beaucoup d'autres, courses, qui se chevauchent, à cette période. Donc ça, c'est le 11-12 juin. Ensuite, je devais participer au marathon du Mont Blanc et malheureusement, il a été décalé d'une semaine, sauf que moi, je suis d'astreinte la semaine d'après. Donc j'ai pas pu le faire. Donc là, c'est une grande déception quand même Pareil parce pour moi, que je pourrais pas non plus, je devais le faire aussi. ah Et le 3 juillet, ça me va pas. et ouais. En plus, on avait pris un jour avant, un jour après, j'avais posé mes jours. Donc c'est vrai que c'est frustrant parce que c'est toujours c'est fort, c'est toujours ça me puise beaucoup d'énergie, moi, Ouais, c'est de l'engagement à aller émotionnel. sur Ouais. les courses. Bah oui, parce que du coup, professionnellement, moi, je dois m'organiser comme je peux et bon, j'étais très, très déçue. Donc, du coup, j'ai 4 jours fin juin. Enfin, en plus, c'est rare que je puisse avoir des jours comme ça à me libérer avant une course. Bon, bref, Tu trouveras c'était autre chose à parfait pour faire. le marathon du Blanc, mais du coup, en juillet, je vais faire une course de la Buff Epic Trail le 11 juillet. Et en fait, c'est une course que je devais faire l'année dernière avec une équipe du Pays Basque. Ils m'avaient sélectionné. J'avais fait un challenge sans le vouloir quand j'habitais dans le Pays Basque. Et en fait, j'avais gagné ce challenge. Et donc l'année dernière, on devait participer à la Buff Epic Trail et aller avec eux. Et moi, j'aime beaucoup. Enfin voilà, je suis hyper attachée au Pays Basque et à toute cette équipe.
Et sauf qu'elle a été décalée à cette année. Et en fait, du coup, j'avais dit, OK, je le referai l'année prochaine avec vous. Et en fait, j'ai appris que cette course fait le support des championnats du monde de skyrunning. Et ça a été un hasard. Donc, du coup, je vais participer au championnat du monde de skyrunning. J'en suis super Génial. contente. Et la semaine d'après, je vais faire les Dolomites. Donc, ça fait enchaîner. C'est Bel un été pari en que je vais perspective. faire. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que je vais faire en juillet. Et après, en août, j'aimerais faire Sierre-Zinal. Et je devais faire Pikes Peak Marathon fin août. J'aurais adoré le faire, mais je crains un petit peu que ce soit compliqué avec la crise sanitaire. Moi, je veux pas faire, je veux pas partir en vacances parce que pour moi, du coup, je suis obligée de prendre du coup au moins 10 jours, voire 2 semaines de vacances pour aller aux États-Unis quand même, parce que je vais pas faire l'aller-retour juste pour une course. Et j'aurais peur que ce soit compliqué d'y aller avec la crise sanitaire, que Mathieu puisse pas venir parce que nous a priori c'est bon quand on est athlète élite, mais lui s'il peut pas venir, voilà, je veux pas quoi. Donc je Il lui vais reste 2 mois pour devenir plutôt, athlète élite. voilà, c'est ça. Ou finalement se retrancher et faire une course de l'UTMB, donc la plus courte, l'OCC, qui est quand même long. Moi je suis pas trop habituée à faire du 55, mais je pense que je vais faire du coup l'OCC. Mais ça reste encore à confirmer. Merci beaucoup Blandine. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, la citation qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nous ? Il y a une citation que j'aime beaucoup de Nelson Mandela qui est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors, loin de là, l'ambition de dire que je gagne souvent, mais surtout, c'est le soit j'apprends que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, je ne considère jamais que ne pas être devant est une défaite. On apprend toujours de chaque course, même si on n'a pas eu le résultat qu'on souhaitait. Il faut toujours savoir pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourra apprendre par la suite pour être meilleur. Donc, voilà, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Merci Blandine, c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas ces titres de championne du monde et le chemin qui t'a mené jusqu'à ces sacres suprêmes. Je ne doute pas un instant qu'une multitude de titres et de victoires continueront d'enrichir ton palmarès dans les mois et années à venir. Sois sûr en tout cas que nous te suivrons avec beaucoup d'attention, d'admiration et d'affection. Merci encore pour nos échanges. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes projets à venir. Et puis, je te félicite à nouveau pour ton pack. C'est quand même la grande nouvelle de la journée. Je te dis à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser quelque part sur une course ou peut-être autour d'un apéro. À bientôt, Blandine. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pensé à moi et pour cet échange très, très enrichissant. Ça a été très agréable. Merci à toi, Blandine. À bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.